Bonjour et bienvenue sur Chef, je suis Sophie Plumer, votre hôte. Avec Chef, je dresse des portraits de femmes et d'hommes engagés dans leur entreprise, passionnés par l'intelligence collective et qui accompagnent leurs équipes de manière positive. Chef, c'est le podcast de ceux et de celles qui sont convaincus que, comme moi, bienveillance et performance sont indissociables. Bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans ce nouvel épisode de Chef dans lequel nous allons parler de l'échec et bien sûr du succès avec Enzo Colucci. Si vous avez un coup de mou ou si vous avez un de vos proches qui a un coup de mou en ce moment, écoutez Enzo, c'est vraiment quelqu'un qui nous file la patate en 2 minutes. Pourquoi j'ai voulu aborder le thème de l'échec ? Parce que je trouve que plus on avance dans notre carrière, plus l'échec nous fait peur, moins on prend de risques pour nous, pour nos équipes, pour notre entreprise, parce qu'on a trop à perdre. On a peur de perdre ou de passer à côté d'une promotion, d'une augmentation. On a peur de perdre l'estime de notre boss ou même de notre famille. Je rencontre beaucoup de managers qui sont pétrifiés par la peur de l'échec ou la peur de l'erreur. Et je rencontre aussi beaucoup de collaborateurs qui utilisent une phrase que je trouve personnellement assez moche, mais qui est souvent vraie, où ils me disent que je vais me faire défoncer par mon boss si je n'y arrive pas. Si vous vous reconnaissez dans celui ou dans celle qui vit une situation ou une peur de l'échec, ou qui fait vivre cette situation-là à ses équipes, et encore une fois, il n'y a pas de jugement ici, on n'est pas parfait, on fait de notre mieux, cet épisode est fait pour vous. Avec Enzo, qui en connaît un rayon sur l'échec, vous allez voir, j'ai cherché à comprendre déjà ce qu'est l'échec. Pourquoi c'est indispensable dans une vie ? Pourquoi on en a peur ? Et surtout, comment sortir de cette peur et sortir du fond du trou une fois qu'on a échoué ou qu'on a l'impression d'avoir échoué. Alors pas de scoop, le message d'Enzo il est très clair, il n'existe pas de succès sans échec. Donc accrochez vos ceintures, ça risque de secouer un peu. Dites-moi ce que cet épisode vous a inspiré sur les réseaux sociaux, sur Instagram ou LinkedIn, je vous mets tous les liens en commentaire. Et surtout, si vous appréciez mon travail et celui de mes invités, laissez un commentaire sur votre application préférée de podcast, ça nous aide beaucoup à faire connaître nos convictions. Voilà, je vous souhaite une bonne écoute de ma conversation avec Enzo Colucci sur l'échec et je vous retrouve en fin d'épisode pour le traditionnel débrief. Salut Enzo, bienvenue sur Chef. Hello, ça va Sophie ? Ça va et toi ? Bah au top. Merci de m'accueillir chez toi pour cet enregistrement. Plaisir, merci d'être venu, d'avoir fait le déplacement. Enzo, je t'ai invité sur Chef pour parler du thème de l'échec. Parce que, en fait, en management, on peut gérer l'échec pour soi-même, puis aussi pour ses équipes, en fait. C'est le sujet que je voulais aborder avec toi aujourd'hui. Prêt ? Enfin, Prêt ? j'espère. Alors, pourquoi je t'ai invité ? Je t'ai invité pour plusieurs raisons. Peut-être on va te présenter un peu aux auditeurs de Chef. Plusieurs raisons, parce qu'en fait, l'échec, tu connais bien. T'as un podcast qui s'appelle Phoenix, l'échec mention très bien, dans lequel t'interviews des gens qui ont connu des échecs et qui ont su rebondir. Ensuite, dans ta vie professionnelle, tu es commercial chez Sunday. Yes. C'est ça, qui est une application qui facilite le paiement pour les cafés, hôtels, restaurants. Et dans la vente, il y a des hauts et il y a des bas. Parfois, les bas, ils font très mal. On en parlait juste avant d'enregistrer. Et puis, la troisième raison, c'est que tu es aussi sportif. Et là aussi, l'échec, la défaite, on apprend à le gérer aussi avec le sport. Donc en fait, je vais pas dire l'échec c'est ta vie, plutôt le fait d'appréhender, c'est quelque chose auquel tu es familier. Je suis un raté, on peut le dire ouvertement, je suis un gros raté. L'échec, j'adore. En tout cas, c'est une thématique sur laquelle tu as plein de choses à dire. Ça te va, du coup, comme programme ? Écoute, t'es une belle presse, hein. Moi j'aurais peut-être pas dit mieux, donc quand tu veux. Peut-être avant de rentrer dans le vif du sujet, est-ce que tu peux me dire quel chef es-tu ou étais-tu ? Quel chef ? Ouais, parce que moi j'ai été un petit peu manager, donc contextualisé, moi j'ai 28 ans, donc j'ai une carrière assez jeune, même si j'ai commencé à bosser tôt, parce que j'ai pas fait de master, donc j'ai attaqué très vite en lançant ma boîte juste après mon bachelor. Quel chef j'étais ? L'idéal serait de demander à mes anciens employés, à mes anciens collègues plutôt, je ne veux pas dire le terme employé. Et écoute, je pense être surtout quelqu'un de bienveillant dans l'approche, peut-être un petit peu trop parfois. Je trouve que c'est extrêmement dur de savoir mettre des limites. Moi, j'ai toujours été un peu le manager pote, parce que j'estime que quand je suis au boulot, j'aime les gens avec qui je suis, j'aime partager ces moments-là avec eux, et je suis toujours très familier, très copain avec tout le monde. Et c'est vrai que parfois, c'est dur quand c'est
tes propres équipes, de savoir mettre les limites, de pas franchir le cap. En tout cas, on peut rigoler, on peut être pote en dehors, avoir envie de se prendre des bières, mais quand on est au taf, il faut être pro. Ça, par contre, j'ai toujours su mettre cette barrière-là. Je pense être quelqu'un de sympa, de très à l'écoute. Moi, j'aime beaucoup aider les autres. On y verra peut-être après, mais d'ailleurs, moi, l'approche qu'aujourd'hui, c'est que j'ai plus trop envie d'être manager, ou alors d'être plutôt ce qu'on appelle un manager coach. Moi, c'est plutôt le coaching qui m'intéresse, c'est plutôt d'aider vraiment les autres à monter en compétences, plus que d'avoir absolument les responsabilités et de dire bon, on va par là et puis c'est tout. Tu me disais que t'aimais bien aussi la casquette de capitaine. Ouais, ça c'est très en rapport justement, ça va de pair avec ce que je disais avant sur le côté coach, manager, plutôt un peu la différence que je fais aujourd'hui, où moi du coup qui ai fait beaucoup de sport au niveau, donc je faisais beaucoup de basket, j'ai souvent été capitaine de mes équipes et je trouve que j'ai un peu ce rôle-là aujourd'hui, enfin c'est le rôle que je veux prendre dans ma boîte, c'est de dire le coach c'est le manager, donc typiquement moi je suis commercial, donc c'est notre head of sales, lui il coach l'équipe, ok. Moi je vais plutôt avoir ce rôle de capitaine je suis dans le même sac que tous les autres, je fais le même taf qu'eux, mais j'essaie d'avoir ce rôle plus de leader, de montrer l'exemple, d'être un peu le bras droit aussi du coup du coach, mais sans avoir à la fois ces responsabilités-là. C'est lui qui gère l'équipe. Je peux être d'accord ou pas avec lui. Si je le suis pas, tant mieux. Je trouve qu'il faut aussi en parler. Mais j'ai plutôt ce rôle de capitaine. C'est plutôt le rôle que je veux avoir, tu vois. Je fais le même taf que tout le monde. On va tous dans le même sens. Je montre l'exemple. J'essaie de tirer tout le monde vers le haut. Et je me sens beaucoup plus en phase avec moi-même avec ce rôle-là, en fait. Si j'arrive un peu au sujet de l'échec, est-ce que tu peux me dire ce que c'est l'échec pour toi ? L'échec, c'est quelque chose d'assez douloureux quand ça t'arrive. Pour moi, l'échec, il est vraiment indissociable du succès. Comme je dis toujours, c'est les deux faces d'une seule et même pièce. On est vraiment obligé de passer par là. L'échec, c'est juste la possibilité de recommencer à zéro avec des meilleures bases, en fait. Il faut pas le voir comme quelque chose de péjoratif. J'en parlais hier encore, tu vois, avec un de mes meilleurs potes, qui lui aussi a du mal à faire cette distinction, où l'échec aujourd'hui, il est connoté de manière très négative, et il est toujours connoté aussi aux professionnels. Et moi, ce que je veux montrer au travers du podcast Phoenix, l'échec mentionne très bien, c'est qu'en fait, l'échec, il touche tout le monde, dans tous les domaines de la vie, et que c'est pas que dans du pro. C'est pas parce que t'as raté un deal que t'es pas bien dans ta boîte. Tout ce qui est lié au pro, c'est pas que ça l'échec. L'échec, je trouve que c'est un sentiment vraiment où t'es au fond du seau, où t'as l'impression que tu vas jamais t'en relever. C'est une des périodes les plus compliquées dans ta vie. Et en fait, ça peut aussi bien toucher, ce que j'ai dans le podcast, des gens qui ont des maladies, qui ont des cancers, qui ont fait des AVC, des ruptures sentimentales. Ça marche aussi. La relation avec un parent, ça fonctionne aussi. Un échec scolaire, un échec sportif. En fait, on en rencontre dans tous les domaines. Et dès que tu parles d'échec, les gens, souvent, ils se braquent un peu quand tu leur dis, toi, c'est quoi ton échec ? Non, moi, j'ai jamais vraiment connu d'échec. C'est marrant parce que je t'ai connu avec une nana, t'es resté 5 ans avec elle et là, t'es plus avec elle. C'est une forme d'échec, en fait. Ça veut pas dire que t'as fait les choses nécessairement mal. Au contraire, t'en retires quelque chose de ça, justement. Tu sais que la prochaine, ce sera pas comme ça que tu te comporteras. Tu sais que t'as différentes attentes aujourd'hui. T'en apprends davantage sur toi-même. Et donc, ça te permet d'évoluer, en fait. L'échec, c'est comme une sorte de chrysalide, en fait, si tu veux. Et à partir de là, tu ressors, t'as un papillon, quoi. J'ai tenté une métaphore très bizarre. Ouais. J'avais jamais fait la métaphore du chrysalide. On sait pas si elle va passer, mais moi, je me suis marre à la dire quand même. Échec ou pas ? Erreur, ça fait lien avec la question que je voulais te poser. Quelle est la différence entre l'échec et l'erreur pour toi ? S'il y a une différence ? C'est une bonne question. Encore Parce que une parfois, fois, en entreprise, l'erreur, on parle plus du droit à l'erreur. Ouais. Est-ce qu'il y a un droit à l'échec ? Pour moi, c'est à peu près pareil. Enfin, une erreur, à partir du moment où tu prends du recul sur ce que t'as fait, que t'acceptes aussi d'avoir fait les choses pas de la bonne manière, que tes pairs au-dessus, en tout cas, tes managers acceptent aussi que t'aies pu te planter. Parce que moi, je suis partisan de dire que ça n'existe pas, la réussite linéaire. Personne n'a jamais tout réussi dans sa vie, et du premier coup encore moins. Ça n'existe pas, en fait, ça. On s'est tous mangé les pieds dans le tapis à un moment donné. Donc, le droit à l'erreur, le droit à l'échec, j'ai envie de dire, c'est un petit peu pareil, quoi. T'as le droit de te planter. Il faut juste se mettre d'accord là-dessus. Il faut juste avoir ça en tête. Il faut tenter des choses. Et il faut pas, après, pointer du doigt ou marteler les équipes parce qu'elles ont mal fait. C'est à peu près pareil, je dirais. C'est peut-être juste une question de wording. Pourquoi tu t'es intéressé à ce sujet-là ? Est-ce que toi, tu as été confronté à l'échec ou à quel type d'échec ?
Ah bah ouais, moi je suis un gros raté, comme je l'ai dit tout à l'heure, dans plein de choses dans ma vie. Si je les repasse en rapide, j'ai retapé ma seconde, donc moment très dur quand tu te construis. Première fois que tu retapes, alors que j'ai toujours eu des bonnes notes, j'étais en sport-études, j'ai donc échoué scolairement, je suis pas devenu sportif pro, je suis pas devenu basketteur pro si on est là aujourd'hui. Donc ça a été un gros moment aussi difficile dans ma vie d'accepter que je passerai jamais pro, alors que j'ai sacrifié beaucoup d'années de ma vie. J'ai raté justement mon couple, j'en parlais avant, je suis resté 4 ans avec une nana, tu penses que c'est la bonne et puis en fait non. Donc voilà, relation parentale un peu mouvementée aussi, échec scolaire encore après parce que j'ai commencé après le bac une filière HEC en Suisse que j'ai pas du tout fini parce que ça me faisait chier. Donc 2 ans de retard, on pourrait se dire et putain, qu'est-ce que je vais faire de ma vie? Et puis en fait pas du tout, c'était reculé pour mieux sauter. Des échecs pro, j'ai monté ma boîte quand j'étais jeune, ma boîte, si j'y suis plus aujourd'hui et que je l'ai pas amenée au niveau atteint, c'est qu'à la fois aussi c'est un échec. Mais en fait, dans toutes ces périodes-là que je t'ai citées, ça a été les moments en fait les plus durs à la fois de ma vie et les plus constructifs en fait. C'est là où justement je me suis rendu compte que c'était jamais une fin en soi l'échec, que tu pouvais toujours t'en relever, que la sensation elle est dure, que tu vis des choses extrêmement compliquées, qu'émotionnellement c'est fort. Mais derrière, quand tu arrives à relever la tête et à avancer, t'es plus la même personne. Et c'est vraiment, c'est une part intrinsèque de toi maintenant, cet échec-là. Et tu sais que tu referas pas la même chose. Je dis toujours, face à l'échec, il y a 2 façons de voir les choses. La première, c'est de se mettre en boule, de pleurer et d'être totalement inactif, tu vois. Et la deuxième, c'est de se relever, de bomber le torse, de relever la tête et d'avancer. Et je dis toujours aussi que ça veut pas dire que t'es pas obligé de passer par la première étape pour accéder à la seconde. Ça fait du bien de chialer, hein. On est tous humains. Si on a besoin de se mettre en boule et de pleurer pendant un week-end ou une semaine, de se dire que notre vie c'est de la merde pour après nous permettre de rebondir, il faut le faire en fait. C'est pas grave, il faut pas non plus se flageller pour ça. Donc pour moi l'échec c'est ça. Et en fait là où ça m'a donné envie de parler d'échec, c'était justement mon échec entrepreneurial. J'avais 23 ans à peu près. Je me suis rendu compte au moment où j'ai arrêté cette boîte, en parlant à mes proches et tout, que je leur disais à tous, si c'était à refaire, je ferais exactement pareil. Je regrette rien du tout de ce que j'ai fait. Parce que ça m'a appris plein de choses, professionnellement et personnellement surtout. Et donc là, je me suis dit, je suis pas du tout le seul à vivre ça, c'est pas possible. Tout le monde vit des échecs dans sa vie. Et en parallèle de ça, j'ai rencontré un mec justement en Suisse qui gérait les Fuck Up Nights, qui s'appelle Réginald Bien-Aimé, qui est un mec absolument en or, qui est le premier épisode d'ailleurs de mon podcast. Je voulais que symboliquement ce soit lui. Bon, malheureusement, j'étais pas prêt à l'époque. D'ailleurs, mon premier épisode, c'est un gros échec parce que le son, il est pas là. J'avais jamais interviewé personne. Réginald, il était en Suisse. On n'avait pas de bon micro. Enfin, du coup, ce qu'il dit, c'est trop cool, mais on n'entend pas très bien. Et bref, Réginald, il gérait les Fuck Up Nights. Donc, c'est un des événements sur l'échec. Lui, il avait la licence pour la Suisse. Et donc, c'était des events où t'avais 3 personnes qui venaient, qui pitchaient un échec pendant 10 minutes avec des slides, pas le droit d'écrire dessus, juste des photos. Et à la fin, ça partait en gros networking et tout. Je me suis dit, putain, mais c'est génial ce concept. Ça y est, on démystifie un peu la peur de l'échec. Les gens ont plus honte d'en parler. On arrive à le storyteller un peu pour montrer qu'on est tous vulnérables et que c'est authentique, en fait, d'échouer. Donc, j'ai voulu en parler. Je me suis dit, tiens, un podcast, ce serait plus simple que de faire des events. Allez, go, quoi. On y va. On verra bien. Trop bien. Du coup, il y a plein de questions que je voudrais aborder avec toi suite à tout ce que tu viens de dire. Mais donc là, je sais pas, t'as quoi, 40 invités sur Phoenix ? À peu près, ouais. Là, je sors le 37e exactement la semaine pro, mais j'en ai un peu d'avance. Donc, ouais, j'ai interviewé une 40aine de personnes, ouais. Qu'est-ce que t'en retires de tous ces invités ? Est-ce que des choses qui reviennent, un état d'esprit ou pas du tout ? Finalement, chacun a sa propre manière de gérer l'échec ? Ouais, c'est une très bonne question. C'est sûr que chacun a sa façon de gérer l'échec. Chacun est plus ou moins à un degré d'émotivité qui est plus ou moins fort. Donc, il va pas vivre l'échec de la même façon. Après, ce que je retiens de tous ces gens-là, c'est quand même cet aspect de résilience. C'est tous des battants. Certes, au début, ça a été dur pour eux d'encaisser le choc, mais ils ont tous à un moment donné relevé la tête et ils se sont tous dit à un moment donné, j'en ai rien à foutre de ce qui se passe. Moi, je vais continuer à vivre parce que la vie, elle est belle et elle mérite d'être vécue. Donc après, selon ton degré d'émotivité, il y a une chose qu'on retrouve à chaque fois chez les gens, c'est le temps du rebond. T'as un temps de rebond, en fait, qui est lié à, moi, je dis toujours, c'est la patience et le fait de rester en mouvement. Donc ça veut dire continuer de faire des choses et pas rester statique comme on le disait tout à l'heure. Et ça, en fonction du degré d'émotivité des gens, ça va être plus ou moins long. T'as des gens, ils vont être capables de rebondir instantanément. Ils vont laisser passer quelques jours ou une semaine et à un moment donné se prendre tout seul par la main et dire allez mon gars, on y va. T'en as d'autres pour qui c'est plus dur. Ça va durer plusieurs mois, parfois des années selon le tas de chocs dans lequel ils ont été. Mais à chaque fois, le temps du rebond, il existe. Et il est toujours lié à un élément déclencheur. Et l'élément déclencheur, il peut être externe, il peut être interne. Ça dépend.
Souvent, il est quand même externe parce qu'il suffit que t'aies vu un truc, que t'aies lu quelque chose, que t'aies vu quelqu'un, qu'il y ait un déclic, que t'aies regardé le ciel, t'aies vu passer un truc et d'un coup, bam, il se passe quelque chose. Et ça existe toujours en fait dans l'échec. La troisième chose, si je puis dire, pardon, qui existe, c'est l'entourage. L'entourage, il joue toujours un rôle primordial en fait, parce que tout seul, on n'est pas grand-chose. Je pense que si on l'a pas compris d'ailleurs, après les 2 années presque qui viennent de s'écouler avec le Covid, c'est qu'on n'a rien compris et on a besoin de s'entourer. Et on a besoin de s'entourer de gens positifs autour de nous. Ça, pareil, j'en parle toujours. On peut pas espérer avoir une vie positive si on a des gens qui sont négatifs autour de nous. Si t'as même des parents, c'est très dur, ça, je sais, de se couper de certains proches qui sont des parents, donc, qui te disent toujours, ouais, mais non, ça marchera jamais, et pourquoi t'as fait ça, mais non, et qui cassent tout le temps tes idées dans l'œuf, ou des potes, parfois, qui eux aussi, en fait, ont peur, tentent rien, et c'est des gens que tu vois par habitude, parce que ça fait des années que tu les connais, qui ont rien de positif à t'apporter, tu vois. Et donc, il faut être amené, faut réussir à être suffisamment fort pour se couper de ces gens-là, en fait. Alors, se couper, ça veut peut-être pas dire du jour au lendemain ne plus les voir, mais déjà réduire, aussi moins prendre pour soi ce qu'ils disent, tu vois. Il y a une chose qui revient aussi tout le temps dans tous les épisodes, c'est le regard des autres. Le regard des autres, c'est quelque chose, je pense, aujourd'hui, on attache beaucoup trop d'importance. On veut tout le temps avoir l'approbation de plein de gens qui sont pas nous, en fait. Mais il y a personne d'autre que toi qui sait ce qui est bon pour toi, justement. Il y a personne d'autre que toi qui sait ce que t'aimes dans la vie. Il faut juste un moment donné s'écouter et se dire, moi, je crois là-dedans, bah, j'y vais, puis on verra bien. Et je regretterai pas. Ouais, exactement. Vaut mieux des remords que des regrets. Elle est un peu cliché, cette phrase, mais elle est vraie. Vaut mieux tenter des choses et se dire, bah merde, je l'ai foiré, mais je sais pourquoi, que de se dire, ah putain, si j'avais fait ça. Il y a rien de pire, je pense, que d'arriver dans les derniers jours de ta vie et de se dire, si seulement un jour j'avais eu le cran de changer de job, d'aller voyager, de faire des trucs. Putain, fais-les, quoi. On n'est pas éternel sur Terre, donc... Puis à un moment donné, quand le temps il est passé, on se dit, bah merde, putain, en fait, j'ai plus rien là devant moi, là. Bah ouais, bah trop tard, fallait y aller, quoi. Qu'est-ce que tu aurais envie de dire à des gens qui sont un peu au fond du trou, là, qui nous écoutent et qui disent, bah ouais, moi, le temps du rebond, je vois pas trop, là. Il est un peu long. Je comprends. C'est logique, on se dit tout ça au moment et c'est toujours facile d'en parler, de parler de patience, etc. Mais moi, ce que je conseillerais, forcément, c'est déjà d'avoir en tête que c'est jamais une fin en soi. La seule fin qui existe, c'est le jour vraiment où tu t'éteins, quoi. Tu fermes tes yeux et tu te réveilles plus. Hein. Là, ça, c'est la fin. Ce qui peut être la fin, c'est où il perdra un proche. Encore une fois, on en revient toujours à la même chose. C'est la fin, c'est la mort, quoi. Donc, tant que toi, ça te tue pas et que ça tue pas des gens autour de toi, il faut arriver à relativiser et se dire que c'est pas grave. Plein de gens vivent la même chose que toi. Reste en mouvement, fais des trucs. Rappelle-toi ce qui te fait plaisir, tente des nouvelles choses aussi, tu vois. Si ça te fait plaisir de faire du sport, n'arrête pas d'en faire parce qu'en ce moment ça va pas bien. Au contraire, accroche-toi à ces petits trucs de la vie du quotidien qui te font du bien, te recentrer et te dire qu'est-ce que j'aime faire, quelle est un peu mon énergie dont j'ai besoin d'avoir tout le temps. Partage, garde pas les choses pour toi. Ça, c'est très dur aussi quand on n'est pas bien, quand on est au fond du seau. On n'a pas envie de partager ça, on n'a pas envie de le dire aux autres, on n'a pas envie d'avouer qu'on n'est pas bien. Mais en fait, c'est là où il faut le dire, tu vois. Et peut-être que, ça c'est pareil, il faut pas le voir de façon péjorative, mais peut-être ça fait du bien d'aller voir un psy. Je dis un psy parce que c'est plutôt quelqu'un qui est expert là-dedans. Si tu trouves que les gens autour de toi n'ont pas les réponses, d'ailleurs de toute façon il y a que toi en réalité qui a les réponses à tes questions, mais si ces gens-là ne t'aident pas à avoir ces réponses-là, va avoir peut-être quelqu'un qui est totalement extérieur à ce que tu vis. C'est pas mal d'aller voir un psy, ça fait du bien. Et peut-être que tu n'auras pas besoin de faire une thérapie de 2 ans, peut-être que tu vas y aller 3-4 fois et que tu vas trouver les réponses justement à ces moments-là. Il faut sortir le truc quand ça va pas, et il faut arrêter de se morfondre et de ressasser. Donc la lumière, elle est au bout du tunnel. Parfois le tunnel il est très long, on l'a dit, le temps du rebond, ouais, il peut être super long. Mais si tu t'entreprends des petits trucs, il y a des nouvelles opportunités qui vont potentiellement découler. Tu vas retrouver du plaisir parce que ça fait 1 semaine que tu reprends la course à pied et que t'adores ça et que tu retrouves des sensations et que du coup tu vas re-rentrer dans un cercle vertueux. Que si tu restes dans ton cercle négatif, bah ouais, c'est super dur d'en sortir. Ça va venir parce que t'auras tenté un truc. Donc fonce. Là, on parle peut-être de temps, de période à vide un peu longue. On disait juste avant de démarrer ensemble, parfois on a des périodes à vide qui sont parfois très courtes, très spot, mais très régulières dans le mois où à la fin du mois, t'es un peu fatigué, t'as tout donné. Je sais pas, là en ce moment, on est au mois de novembre. Il fait nuit tôt, il fait froid, etc. Donc beaucoup moins d'énergie et le sentiment. Il s'est pas passé grand-chose forcément dans notre vie, mais juste le sentiment de d'être moins bon, d'être moins efficace. Et puis il suffit que là-dessus,
t'aies un deal qui se fasse pas, ou une mauvaise nouvelle, quelqu'un dans ton équipe qui démissionne, ou je sais pas quoi d'autre, t'as l'impression vraiment d'avoir raté ta vie. Et ça peut être très excessif aussi parfois. Moi, je sais que des moments, je me dis, mais j'ai vraiment l'impression d'être une sous-merde, et en fait... Et j'ai presque honte de penser ça, parce que finalement, par rapport à d'autres, j'ai pas le droit de me plaindre, tu vois. Donc, comment tu gères? Je sais que toi aussi, tu vis un peu parfois ces moments de haut et de bas un peu fréquents, mais qui durent pas très longtemps. Ouais. Comment tu gères ces moments-là? Ouais, c'est une bonne question d'en parler un peu avant. Du coup, je leur dis, moi, j'ai l'impression d'avoir mes règles aussi comme vous, tu vois. Genre, on parlait pas de 28 jours. Moi, c'est souvent entre 4 et 6 semaines où j'ai toujours ces périodes de doute qui reviennent un peu en fin de mois. Comme tu dis, il suffit que les deals rentrent pas, il suffit d'avoir des petits trucs. Mais c'est vrai que j'ai toujours ce coup de moins bien sur 2-3 jours qui reviennent régulièrement. Et je pense, du coup, que déjà, la chose à faire, c'est d'accepter ça, de comprendre un peu pourquoi ces choses-là arrivent, mais en tout cas d'arriver à l'anticiper. Alors on disait pareil, tu peux pas anticiper les merdes quand ça va arriver, mais tu peux t'y préparer psychologiquement, te dire, en fait je sais, ok, j'accepte, là je sais que je suis dans mes jours de moins bien, bah voilà, je vais un peu marmonner, je vais pas être bien, justement je vais me mettre en boule, je vais avoir envie de moins faire des trucs, donc il faut aussi se donner le droit d'avoir ces moments de moins bien tout bêtement. Ça arrive à tout le monde, on a tous les mêmes, hein. Je pense qu'on est tous pareils, la vie c'est des cycles, et que ces périodes de moins bien, elles arrivent, peut-être parfois sans raison, peut-être que justement parfois il y a des raisons, on n'arrive pas à mettre le doigt dessus, et je trouve c'est intéressant toujours de se dire, regarde d'où tu viens, tu vois, comme tu disais, moi c'est pareil, je me donne pas le droit en fait de me plaindre, mais en fait j'ai le droit aussi parfois de me plaindre un peu, tu vois, faut juste pas que ça dure éternellement, t'as le droit de dire, bon ma vie c'est de la merde, rien ne va, mais c'est bon, enfin marronne pas ça pendant une semaine. Il faut à un moment donné faire un pas de côté, regarder derrière et se dire putain j'ai accompli déjà tout ça. On a souvent tendance à s'attacher et à mettre le doigt sur ce qui va pas, ce qu'on disait aussi tout à l'heure, plus que sur le positif. Donc je pense que pour un peu pallier à ça, ce qu'il faut avoir, moi je suis très partisan de ça depuis plusieurs années maintenant, c'est avoir une routine. Une routine positive, donc, qui dépend de chacun. C'est pas le morning routine comme on l'entend. C'est, si toi c'est le matin, tant mieux. Si c'est le soir, tant mieux. Fais juste, accorde-toi du temps quotidiennement pour toi et pour des choses qui te font du bien, encore une fois. Et si tu arrives à avoir cette routine-là, donc à avoir régulièrement un mindset positif, bah c'est plus facile, en fait, d'accepter les merdes quand elles se présentent à toi et les moments de moins bien. Parce qu'en fait, encore une fois, tu te rattaches à des choses positives. Si ça te fait du bien, encore une fois, de marcher, de lire, de faire du sport ou quoi, moi, je sais que j'ai besoin de faire du sport. Quand je fais pas de sport pendant 3-4 jours, parce que ça va pas, ça me saoule, en fait. Et je vois que je suis encore plus irritable que si j'en faisais. Donc, je me remets dedans, je me prends par la main. Ce qu'il faut faire preuve, c'est vraiment de l'autodiscipline. Ça, c'est le plus dur. Moi, j'ai réussi à avoir ça dans ma vie grâce au sport en partie, parce que quand t'es entraînement tous les jours, que t'as des matchs, que tu dois faire des sacrifices, etc., bah t'as pas le choix, tu te fous dos au mur et t'y vas en fait. Et donc ça, l'autodiscipline, c'est ce qu'il y a de plus dur dans la vie quotidienne, tu vois, avec ce qu'on sait, les responsabilités du taf, de la maison, les enfants, etc. C'est dur de trouver du temps, mais il faut s'accorder du temps pour soi. Moi, je crois pas dans les gens, je juge pas, mais c'est toujours les gens qui disent j'ai pas le temps de faire ça. Moi, je leur réponds toujours ta gueule, c'est pas vrai. T'as du temps, c'est juste à toi de l'organiser en fait. On a tous 24 heures dans une journée. Oui, t'as peut-être plus d'impératifs que moi parce que oui, t'as des enfants, faut amener à l'école, t'as un mari, une femme, t'as plein de choses à faire. Donc oui, c'est peut-être plus facile pour moi de dire ça parce que j'en ai pas et donc je peux organiser mes journées de manière un peu plus égoïste si je puis dire. Je pense qu'à moi, mais t'as le choix aussi de le faire. C'est un choix vraiment. Donc organise tes journées comme tu veux, mais garde ce temps-là positif pour toi en permanence parce que c'est ce qui va te sauver un peu des coups de moins bien. Une demi-heure le matin. T'adores te lever, te prendre ton quart d'heure avec ton café, lire le journal et méditer un peu ou j'en sais rien. Le soir, t'aimes bien pareil prendre ce petit temps pour toi pour faire un quart d'heure de sport, t'étirer un peu. Juste trouve encore une fois ce truc que toi t'aimes, tu vois. Et donc ça, il faut tenter. Les gens disent toujours, bah ouais, moi je sais pas, bah moi aussi je sais pas pour toi, je vais pas te donner la clé comme ça, tu vois. Moi je le sais parce que j'ai tenté des trucs, que ma routine je l'ai fait évoluer, qu'au début je faisais des trucs le matin, après je faisais des trucs le soir, parfois je switchais. Et je suis assez partisan aussi sur la routine de dire que elle évolue en fonction des saisons. Là, tu disais aussi très justement, on est dans la période casse-couille de l'année. C'est le pire mois pour moi, le mois de novembre. C'est avant les fêtes, mais du coup, c'est le bout de l'année. C'est le temps un peu de la remise en question. Il fait froid, il fait nuit tôt. C'est chiant, tu vois. Et donc, il faut faire évoluer ta routine à ce moment-là de l'année. Et quand ce sera l'été, où là, t'as vachement envie, par contre, de sortir, d'aller boire des coups, c'est cool, il fait beau, il fait chaud, bah, t'auras moins le temps de faire les trucs le soir. Du coup, faudra peut-être les changer. Il faut encore une fois se donner le droit de faire évoluer. Une routine, c'est pas 365 jours par an. C'est impossible de faire ça. Même les plus grands sportifs, ils la tiennent pas tous les jours de l'année. Mais ça, faut le faire évoluer. Ok.
Donc, quand t'es au fond du seau, savoir que ça arrive et l'accepter. Se mettre dans des petits mouvements, dans des avancer avec des choses qui nous font plaisir, qui nous rassurent. Ouais, être constant là-dedans. Puis, et être constant dans la routine et finalement j'ai même presque envie de dire, surtout quand ça va bien, les moments qui nous rassurent, parce que comme ça, les bas, ils arrivent moins vite ou ils sont moins forts. Ils sont moins forts, exactement ce que j'allais dire. Tu les prends moins en pleine gueule, du coup. Genre, tu sais un peu que ça arrive et toi, à force, avec le temps, forcément, tu te connais. Donc, à toi aussi de prendre ce recul-là, de dire, bah ouais, je sais que à ce moment-là, bah ouais, ça va pas bien. Bah, je m'accorde ce petit droit. Je fais pas grand-chose. Je prends du temps pour moi. Je me ressente sur ce qui me fait plaisir. Je fais des journées plus light. Je reste un peu plus chez moi. Ok. Je voudrais aussi qu'on parle un peu de management. Quand t'es chef, quand t'es leader, manager, donc là, on vient beaucoup de parler de comment on gère notre échec à nous ou nos périodes de moins bien. J'aimerais aussi que tu nous éclaires sur la manière dont on peut accompagner les autres et gérer des échecs de membres de nos équipes, par exemple, peut-être notamment avec ton passé de sportif. Quand soit t'es dans une équipe qui vient de perdre un match ou qui vient de perdre toute une série de matchs, en fait, quel est le rôle du capitaine ? Bah, c'est d'essayer d'être le plus positif possible. Un manager, il a ce rôle un petit peu parfois ingrat de pousser les équipes même quand ça va pas, et les équipes peuvent parfois un peu mal le prendre en mode bah mais c'est facile de dire ça, bah mais non en ce moment il y a ci, en ce moment il y a ça. Le rôle du manager, c'est d'être positif en permanence, c'est d'essayer de trouver des solutions. Après, le manager, il faut aussi être indulgent avec lui parce qu'il a pas la science infuse, et donc il faut aussi participer, il faut être acteur en fait du fait de remonter la pente, tu vois. Tu peux pas tout mettre dans les mains du manager, bah c'est toi le manager, donc c'est toi qui choisis, c'est toi qui nous trouve des solutions. Bah dans ce cas-là, te plains pas. Par contre, si les solutions qu'ils trouvent, t'es pas content. Donc il faut s'impliquer en fait dans la vie de groupe et il faut trouver des solutions ensemble. La culture du feedback, c'est hyper important. Avoir des points réguliers avec tes équipes, c'est important. Ça veut pas dire avoir non plus des points tous les jours, tu vois. Mais avoir un point minimum une fois par semaine avec ton manager, où t'as un débrief, t'as un template de ce que t'as envie de lui dire, où on retrace un petit peu tout et pas que du chiffre nécessairement. Comment tu te sens, qu'est-ce qui te cause des frustrations cette semaine, qu'est-ce que t'aurais pu faire de mieux, et essayer de remplir aussi ça, toi, en tant que manager, de la meilleure façon possible, parce que tu peux pas attendre que derrière aussi ton gars te trouve des solutions, si toi tu lui évoques pas tes problèmes. Donc il faut partager. On en revenait à ce qu'on disait tout à l'heure. Faut oser dire que ça va pas. Moi, typiquement, j'en partage là en ce moment, je vis un creux depuis 2 semaines. J'ai pas l'impression de faire moins bien les choses, et mon manager vient me voir aussi de lui-même en me disant mec, qu'est-ce qui va pas, comment je peux t'aider, qu'est-ce qu'on peut faire pour remonter la pente, tu vois. Et ça, c'est important parce que tu te sens accompagné, et ça fait du bien, et tu sens que la personne, elle vient pas te dire genre ah tu fais mal, qu'est-ce qui fait que ça va pas, trouvons des solutions ensemble, mettons en place des nouveaux trucs, des nouveaux moyens, qu'est-ce qui manque, qu'est-ce qu'on peut faire de mieux ensemble. Faut avoir en tête que c'est une équipe, justement. Je parlais de Capitana depuis tout à l'heure, mais parce que le taf, tu fais partie d'une vraie équipe. Moi, je vois ça comme une équipe de sport, clairement, parce que on est tous là pour s'entraider. Quand il y en a un qui a un coup de moins bien, on lui relève le menton, on vient lui prendre la tête, on dit mec, relève la tête, t'inquiète, on est tous dans le même bateau. T'as un coup de moins bien, bah c'est peut-être toi cette semaine, la semaine prochaine ce sera peut-être moi. Pas chacun pour sa gueule, quoi. Donc faut partager. À la fois, moi, quand je suis manager, donc on parlait de routine, de rituel, où on crée aussi des moments positifs, bah finalement, le manager, dans son acte de management, il doit créer ça, des moments où il amène du positif et il purge un peu le négatif. Et aussi, en tant que manager, faire appel à son manager et lui dire, bah moi là, c'est un peu chaud, je vais pas bien, ou même en parler à l'équipe. C'est ça. Faut trouver un point d'appui, et je pense du coup potentiellement à tous ceux qui ont malheureusement pas la chance d'avoir un bon manager, parce que le taf de manager c'est très dur, hein. Et malheureusement moi aussi je vois, alors heureusement pas chez Sunday, mais je vois souvent que les managers qu'on te met, c'est des gens qui potentiellement sont très capables de performer individuellement, mais ils sont incapables de prendre une équipe en main. Et donc on donne les rênes à des gens qui en sont pas capables, en tout cas de gérer une vie de groupe. Et du coup, il y a plein de gens qui vivent très mal. Moi, j'ai plein de potes qui ont des managers, c'est des enfers. Ces mecs-là méritent pas leur poste, clairement. Pourtant, ils l'ont, donc faut faire avec. Toi, si t'estimes ne pas avoir de soutien, bah va pas taper ton manager, comme tu dis déjà. Va partager ça avec des membres de ton équipe à qui tu t'entends bien, pour peut-être soit faire remonter l'info à plusieurs. Si vous êtes peut-être plusieurs à être dans ce cas-là, c'est important justement d'y aller pas en force, en mode on est plusieurs à ressentir ça, donc il y a peut-être un vrai problème. Et si t'as pas d'écoute de ton N+1, bah monte au-dessus. Si les gens au-dessus, par contre, t'écoutent pas, c'est pas normal non plus, parce que si tu fais remonter l'info, c'est qu'il y a un mal-être. La vraie valeur d'un manager,
c'est la disponibilité et l'écoute, tu vois. On parle toujours de bienveillance aussi, du coup, mais c'est lié à l'écoute. Je trouve un manager, il est là pour écouter quand ça va pas bien. Après, si tu te plains toutes les semaines et que tu trouves pas de solution non plus toi-même, bon, bah, pareil, on disait tout à l'heure, je suis pas ta mère, tu vois. Je veux bien t'aider à trouver des solutions. Mais par contre, moi, j'en ai connu aussi des gens qui sont tout le temps là à broyer du noir, à être en boucle, à dire que ça va pas. Tu essaies de les aider à trouver des solutions. Ils te refusent tout ce que tu proposes. À un moment donné, tu me fais chier, tu vois, genre je fais tout pour t'aider, si tu veux pas être aidé, mon gars, change de taf, tu vois aussi. Si t'as pas envie, si ton taf te plaît plus, force pas, tu vois. Fais autre chose, fais un truc qui te plaît vraiment. Ouais, c'est important ce que tu dis. Moi, parfois, je disais souvent à mes équipes, ils me disaient, je suis désolée de te déranger, je veux pas apporter de problème, mais voilà, là, ça va pas, ou j'ai telle question. Moi, je leur disais, mais en fait, c'est mon taf de faire ça. Exactement. Si je suis pas là pour répondre à vos questions, pour vous écouter, bah, en fait, je fais pas bien mon boulot. Et ou parfois, je le dis aussi à d'autres, je dis, mais ton manager, peut-être il sera pas content, hein, mais en fait, il est payé pour ça. Totalement. Donc après, si tu vis super mal et s'il réagit super mal, va pas non plus au casse-pipe. Oui. Et effectivement, tu peux monter tu peux remonter au-dessus ou aller chercher en latéral ou autre. Oui. Mais t'as raison, c'est important de le rappeler. Les managers, ils sont quand même payés pour résoudre les problèmes et pour être à l'écoute de leurs équipes. Totalement. Il faut aussi bien sûr mettre les formes parce que toi, t'as pas envie que ton manager arrive et t'en mette plein les dents. Donc à toi aussi d'y mettre les formes. Faut que la discussion elle soit constructive. Dans l'échec comme dans tout. On peut avoir des critiques constructives. On peut dire les choses qui ne vont pas, tout en y mettant les formes et en disant ça va pas. Par contre, je veux que ça fonctionne. Donc, viens, on trouve des solutions. Moi, j'avais pensé à ça. Qu'est-ce que t'en penses, tu vois? Et trouver quelque chose en commun, quoi, tu vois. Donc, encore une fois, le plus important, c'est le partage, quoi. Garde pas les choses pour toi si ça va pas. Et va chercher aussi des ressources. Ça, c'est un truc que je fais beaucoup moi parce que j'adore réseauter, mais va chercher des ressources dans d'autres boîtes. Va essayer de comprendre comment fonctionne une boîte qui est soit dans le même secteur que toi ou alors un poste qui est similaire au tien dans un tout autre secteur. Tiens, dans votre boîte, comment ça marche, comment vous arrivez à résoudre tel problème, c'est quoi vos problématiques à vous, est-ce que vous êtes confronté aussi à ça? Partagez, tu vois, allez chercher de l'info. Moi, j'adore rencontrer plein de sales dans plein d'autres boîtes ou des podcasteurs, tu vois. Et t'échanges, en fait. T'échanges sur tes bonnes pratiques, tes trucs, tu fais part aussi de tes doutes. Tu peux, du coup, lâcher plus de choses que c'est quelqu'un qui est encore une fois totalement externe. Et ça, faut pas hésiter, ouais. Ça fait du bien. Quand on parle d'échec, on parle aussi beaucoup de peur de l'échec en fait. Et il y a aussi beaucoup de gens qui restent immobiles parce qu'ils ont peur d'aller vers l'échec ou peut-être vers encore plus d'échecs. Qu'est-ce que tu aurais envie de dire à ces personnes-là? J'en ai parlé un peu tout à l'heure, il faut s'en foutre du regard des autres. Je pense que la peur de l'échec, elle est extrêmement liée au regard des autres. On a peur en fait d'échouer parce qu'on a peur d'être montré du doigt, on a peur d'être discrédité, on a peur de tomber dans l'estime de nos proches, de nos managers, de qui sais-je, tu vois. Et il faut à un moment donné arriver dans sa vie et se dire j'en ai rien à foutre de ce que pensent les autres. Je vis pour moi, j'ai rien à prouver à personne. Et ça, on a tous ce sentiment, je trouve aujourd'hui, il faut qu'on prouve les choses, il faut qu'on soit les meilleurs, et on se met une pression de dingue en fait. Et c'est pour ça qu'on a peur de tenter des choses, on a peur d'échouer avant même d'avoir commencé. On se fait tout un monde en fait de ce qui pourrait se passer, et en réalité il se passe toujours 1%, même pas des choses qu'on a imaginées, tu vois. Et s'il se passe ça, qu'est-ce qu'on va dire? Et s'ils tentent ça, et si ça, on fait toujours des plans sur la comète et rien ne se passe. Donc à un moment donné, il faut juste se dire, je la tente, on verra bien, dans tous les cas, je vais apprendre, quoi. Comme je dis toujours aussi, on tente pas quelque chose pour échouer. Personne n'entreprend un truc en se disant ça j'ai bien envie de le foirer ce truc-là. Donc forcément que non. Mais quand ça se présente, voilà, c'est pas grave, c'est pas une fin en soi. Encore une fois, dites-vous bien que c'est pas une fin en soi. Et il y a cette phrase que j'adore dire toujours, que j'ai piqué à Sharon, qui est venue dans un podcast, c'est et au pire quoi? Qu'est-ce qui va se passer quoi? On va te tuer? Non, bon bah c'est pas grave alors, tu vois. Moi je dis souvent quand je vois des gens immobiles. Je dis, mais est-ce que tu penses vraiment qu'en étant immobile, la situation, elle va s'améliorer? Totalement. Enfin, t'as plus de chances quand même qu'elle s'améliore en bougeant, même un tout petit peu, que en restant immobile, voire en régressant et en restant replié sur toi. Ah bah rien ne se passe. On dit toujours aussi, moins t'en fais, moins t'as envie d'en faire. Hein. Donc plus tu te recroquevilles et plus t'es là à te morfondre, moins il se passe des choses sympas pour toi parce que tu reflètes pas du positif. Et ce qu'on a envie d'avoir autour de nous, c'est des gens solaires. Et c'est là où les opportunités, elles se présentent. Si j'ai quelqu'un qui est tout le temps négatif, qui parle pas, qui regarde ses chaussures, qui est jamais bien, bah à part essayer un peu de le secouer, je lui propose pas grand-chose, tu vois. Que des gens qui ont la dalle, qui ont le smile,
qui tentent des trucs, même si ça se plante. C'est eux en fait qu'on a envie d'aller voir, tu vois. C'est de gens comme ça qu'on a envie de s'entourer. Ça dépend que de toi, hein. Tout ce qui t'arrive autour de toi, remettre la faute sur les autres, c'est trop facile. C'est se trouver des excuses et t'apprends rien de bien là-dedans. Et la remise en question, elle doit être perpétuelle. Elle doit pas être extrême, parce que si tu te remets tout le temps en question et trop, tu vas aussi perdre confiance en toi, tu vas perdre en estime, et ça, c'est pas bon, parce que le truc le plus dur à avoir dans la vie et le plus important, c'est de la confiance. Faut avoir confiance en soi, donc faut croire en soi. Il faut pas attendre des autres que eux croient en nous et nous poussent à faire des choses. On en revient au regard des autres, tu vois. Faut suffisamment avoir confiance en soi, et ça passe par toutes ces petites actions, encore une fois, positives dont on parlait avant. J'ai confiance parce que j'aime ce que je fais, j'aime qui je suis, ce que je fais, ça me fait du bien, et c'est ça qui est important, tu vois, dans la vie. Trop bien. Non, je réfléchissais, je me disais, je trouvais que c'était une belle phrase de fin. Ah bah, ça peut être la fin. Sauf si t'as quelque chose à rajouter, s'il y a un sujet dont on n'a pas parlé ou qui te tient à cœur, peut-être un épisode de podcast de Phoenix qui t'a particulièrement marqué. Ouais, c'est une bonne question. Écoute, il y en a pas mal. Souvent, je propose ceux qui sont le plus écoutés parce que je me dis qu'il y a un lien forcément. Mais c'est vrai qu'il y a Justine Audouin qui, elle, a fait de la prison à 25 ans, qui est pas commun. Hein, super histoire. Baptiste Mullier, qui lui a été alcoolique de ses 16 à 24 ans, qui a perdu son papa à 18 ans d'une mort foudroyante. Histoire incroyable. Stan Gruot, qui lui a monté Explora Project, qui était trader, qui a switché totalement. Sylvain Tillon, qui s'est fait virer de sa propre boîte par ses investisseurs. Aurora Bekassis qui s'est construit toute sa vie avec un frère jumeau trisomique, un frère jumeau, hein, je le redis bien. Enfin, tu vois, c'est des histoires de ouf à chaque fois. Pénélope Boeuf qui a fait 11 jobs en 11 ans avant de se trouver et de s'éclater aujourd'hui dans sa vie. Cette meuf-là, elle est solaire comme c'est pas permis aussi. Donc tout cela, je les conseille, et puis même les autres, mais ouais, ceux-là, ils sont ouf parce que c'est des histoires assez atypiques, et si t'es un peu au fond du seau, et que tu vois pas trop le bout du tunnel, voilà, écoute des choses un peu positives, un peu inspirantes, et relativise en te disant que t'es pas seul peut-être dans ton trou, qu'il y en a d'autres qui sont passés par là avant, et qu'il y aura toujours une main tendue pour toi, quoi. Mais pour ça, faut se bouger le cul. Merci Enzo. Avec plaisir. Merci à toi, Sophie. J'espère que cet épisode vous a plu. La phrase choc que je retiens pour commencer ce débrief, c'est l'échec, c'est juste la possibilité de recommencer à zéro avec de meilleures bases. Je ne sais pas pour vous, mais pour moi, ça m'a beaucoup déculpabilisée. Ensuite, ce qui m'a beaucoup aidé dans le témoignage d'Enzo, c'est la manière de sortir du trou, comme on dit, une fois qu'on est tombé. Car dans l'entrepreneuriat, ce que je vis en ce moment, il y a des montagnes russes très fréquentes. Et savoir que je ne suis pas la seule à vivre ces moments de détresse profonde pendant lesquels je remets tout en question, ça m'a vraiment beaucoup servi. Je retiens aussi que pour sortir de ces phases de moins bien, il faut se mettre en mouvement. Petit à petit, retrouver du positif, des petites victoires, même si elles sont anodines. La dernière chose que je retiens comme bonne pratique, c'est aussi de mettre en place une routine, que ce soit pour soi-même, dans notre vie pro ou perso, des moments qui nous redonnent de l'énergie, mais aussi quand on est manager, c'est important d'organiser avec nos équipes des moments où on leur donne de l'énergie. Et je ne sais pas vous, mais moi je sais que quand je loupe ces routines de manière trop régulière, après je le paye puissance 10 000. Soit je suis dans le dur beaucoup plus vite, soit mes équipes le sont aussi parce qu'on n'a pas pris ces temps qui nous donnent des respirations, qui nous permettent de discuter, d'échanger, de se tourner vers le positif et de trouver des solutions. Et ensuite on remet beaucoup de temps à remonter la pente. On est encore au début de l'année 2022 à l'heure où j'enregistre ce débrief, et la régularité de ma routine est l'unique bonne résolution que j'ai décidé de prendre cette année, car je sais qu'ensuite ça tire que du positif derrière dans tous les pans de ma vie pro et perso. Voilà, je m'arrête là pour aujourd'hui. Partagez-moi vos routines positives sur les réseaux sociaux. Je vous retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. D'ici là, portez-vous bien, prenez soin de vous et de vos équipes. Et n'oubliez pas la petite note ou le petit commentaire sur votre application. Merci beaucoup, Kenavo!